Olivier. Bonjour Sébastien. Je suis donc, Sébastien Ramos. Je suis coach individuel, coach d'équipe, l'animateur aussi des assises du coaching d'équipe. Tu es intervenu lors de cet événement le 7 février dernier. Malheureusement, on a eu un problème technique, la captation n'a pas pu se faire. Et on s'est dit que c'était dommage que, les 200 participants aient pu bénéficier de ton expertise, mais que le reste des internautes ne l'ait pas. Et donc, dans toute crise, il y a des opportunités. Et donc, nous voilà réunis aujourd'hui pour que tu nous en dises un petit peu plus sur l'intervention que tu as donnée sur cette journée. Olivier Devillard, en quelques mots. C'est difficile avec ta carrière. Tu es cofondateur de la Société française de coaching. Tu es l'auteur de plusieurs bouquins, plusieurs livres méthodologiques en coaching, en particulier La dynamique des équipes, véritable bible pour les coachs d'équipe, un ouvrage sur l'approche Transorg en coaching d'organisation, et enfin un livre sur la culture d'entreprise dont tu dis que c'est le véritable objet du coaching d'organisation. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'interview. Olivier, l'essor du coaching d'équipe te doit beaucoup. J'ai fait un condensé de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être sur ton parcours? Oui, je peux en dire un peu plus. D'abord, avant d'être coach, j'étais psychothérapeute. Et avant encore, j'étais dans une entreprise familiale. Je suis devenu coach parce que, allant déjà dans des entreprises, je me suis aperçu en tant que psychothérapeute que ces gens avaient des vrais besoins de travail, de développement, des vrais besoins de développement d'eux-mêmes, et qu'ils n'en avaient absolument pas la demande. Je parle là du début des années 80. Hein. Mmh. Oui, exactement. Et donc, moi, qui étais une sorte de développeur né, passionné par le développement de la personne, hein, je me suis dit, la psychothérapie, ça passera pas dans ces lieux, dans ces entreprises. Comment faire qu'ils puissent se développer à partir de leurs préoccupations business, leurs préoccupations professionnelles actuelles. Parce que ça, j'avais perçu que ça les intéressait. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à élaborer une sorte d'approche qui partait d'une demande très professionnelle, cachant, si je puis dire, occultant un besoin très personnel. Mmh. Et donc, tout l'enjeu, pour moi, on ne disait pas coach à l'époque, hein, mais on va dire, pour simplifier les choses, tout l'enjeu pour moi, c'était de voir le lien entre la demande et le besoin, la demande professionnelle et le besoin subjectif, personnel, et donc, en leur permettant de travailler sur leur demande, leur permettre de s'approcher de leurs besoins. Okay. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est tout à fait le fond de ma démarche, le fond de ma motivation, et c'est ce qui a fait de moi une sorte de militant du coaching. Ouais. Hein, et militant du coaching, je me suis dit, on était 4-5 à l'époque à dire qu'on faisait du coaching, à peine d'ailleurs, hein, en France. Et donc, c'est ce qui fait que, en tant que première génération, même si ça avait commencé aux USA depuis une dizaine d'années déjà, c'est sûr que lorsque on se trouve être la première génération, il y a tout à faire. Hein. Comment pratiquer, quelle éthique, quelle organisation professionnelle, quelle approche méthodologique, etc. Et quelle formation. Mmh. Et donc, je fais partie de cette génération qui a fait tout ça. Hein, des écoles de formation, une société française de coaching, des bouquins méthodologiques, des prises de parole en public, etc. Ok.
Et donc tout vient de ce goût. Tu as dit, j'ai bien aimé la formule développeur né. Et c'est ça que tu as essayé de faire au début, donc dans tout ton parcours. Ok. Revenons sur la conférence que tu as donnée donc sur les assises du coaching d'équipe. Tu nous as parlé du collectif magique. En quoi le collectif est-il magique selon toi? Bon, même si c'est l'objet de mes réflexions depuis longtemps, c'est reste une question compliquée. Ce mot de magique, il me vient d'un client qui était un institut de recherche national, qui nous appelait, mes collègues coachs et moi, qui nous appelaient les magiciens. Alors j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, les magiciens. Et en fait, ils trouvaient que les résultats que nous obtenions avec leurs ingénieurs, avec leurs directeurs de division, etc., eux ne savaient pas les obtenir. Donc c'est ça qui était magique. Alors qu'est-ce qu'on faisait donc de magique? Tu vas nous révéler tes secrets? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait de magique? On les écoutait, on reformulait, ça leur donnait envie d'aller plus loin, et à force de cheminer, ils trouvaient des objets, objectifs, subjectifs, des choses qu'ils n'avaient jamais entendues d'eux-mêmes, qu'ils n'avaient jamais dites, et ça provoquait des prises de conscience. Alors, prise de conscience, ça voulait dire changement de leur pratique, évolution de leur comportement. Évidemment, c'était magique. Baguette magique, 3 outils, écoute, reformulation. Oui. C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs le coaching à main nue. Le coaching à main nue. Qu'est-ce que tu mets derrière ça, le coaching à main nue? Le coaching à main nue, c'est-à-dire le coaching avec mes mains, avec moi, sans exercice, qui ont des avantages. Hein. Un des premiers avantages, c'est de rassurer le coach, le jeune coach débutant. Mais les exercices, ils ont aussi comme avantage, c'est qu'on connaît la sortie. En tant que formateur, que coach, on sait quand même bien comment ça va se terminer. Hein, il va pas y arriver de telle et telle façon, donc on a gagné. Ça me saoule, ça m'intéresse plus. Que c'est plus exigeant d'écouter et de reformuler. Tu le fais d'ailleurs assez bien, j'ai repéré. C'est un beau modèle pour les gens qui vont nous regarder. C'est exigeant, il faut être impliqué, il faut être présent, il faut non seulement écouter, mais il faut entendre. Dans la reformulation, il faut être juste, il faut que le client s'y reconnaisse. Non seulement qu'il s'y reconnaisse, mais qu'il ait le sentiment qu'on ait dit les choses qu'il a dites, mieux qu'il ne les avait dites, de façon plus concise, plus claire, etc. Donc c'est pas facile, hein. Mais c'est ça que j'appelle le coaching à main nue. Ok. Là, tu nous as parlé du collectif magique, du côté magicien, et des outils qui étaient dans ton tour de magie, en fait, dans ton sac. Oui. Le mot collectif, tu parles de collectif. De quoi il s'agit au fond pour toi concrètement? Alors, le mot collectif, on l'emploie comme adjectif ou comme substantif. Comme adjectif, on dit l'intelligence collective, la démarche collective. C'est un mot qui qualifie beaucoup de choses dès qu'il y a plusieurs personnes. En revanche, quand on l'emploie comme substantif, je suis allé sur Wikipédia voir qu'est-ce qu'on donnait comme définition du collectif. Et bien, c'est un article quasiment vide. Wikipédia ne sait pas dire actuellement qu'est-ce que c'est que le collectif. Alors, il prend des exemples. Il en parle un tout petit peu. Je crois que non, ce ne sont pas des
enfin, il en parle comme d'un groupe, hein, un collectif de notaires, un collectif de plombiers, etc. Des fois, on dit le collectif pour parler de l'ensemble des gens. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire le collectif, comme on dirait l'individuel, hein, ou l'individu peut-être même. Le collectif, c'est... En fait, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les sportifs. Ou les équipes d'urgence. Hein, les SAMU, les pompiers, etc. Ce sont des gens qui ont un vrai collectif, à côté de l'individuel. À côté des individuels, il y a un vrai collectif, et ce collectif, c'est un ciment, c'est une façon d'opérer, c'est une façon de se comporter, de pratiquer, etc. Et en fait, pour bien le spécifier, on dit pas... Des fois, on dit le collectif, pour faire court, hein, le collectif de telle équipe, mais on parle du jeu collectif. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu partages là, enfin, l'image que tu as donnée, l'individuel et le collectif. Comme si les individuels et le collectif. Les individuels et le collectif, comme si le collectif était une entité à part entière. C'est une entité aussi complexe que celle de l'individu. Plus complexe? Je ne suis pas capable de dire. Le niveau de complexité d'un individu est tel, hein, que j'en ai absolument pas fait le tour. Je ne parle pas que de la complexité psychique ou comportementale, mais tout ça, ça se mélange avec de la chimie, de la biologie, de l'histoire, de la culture. C'est un ensemble de systèmes. Comment ça fonctionne? Moi, j'en sais rien. Je suis pas médecin, mais peut-être les médecins ne savent pas non plus. Peut-être les psychiatres. Comment ça fonctionne, la coupure de la respiration lorsque j'ai une appréhension? C'est quand même... voilà. Donc le niveau de complexité d'un individu, c'est énorme. Et le niveau de complexité d'un collectif, d'individus, je ne sais pas en dire plus que ça. C'est plus qu'énorme. Est-ce que ça te va si on file un coup de main à Wikipédia et que tu nous en dis un peu plus sur les dimensions du jeu collectif? Ah bah oui, c'est un article qui reste à écrire, que je pense pas, je n'écrirai peut-être pas, mais... Alors peut-être une ébauche. Et en tout cas pour toi, les dimensions du jeu collectif. Oui. Le jeu collectif, je l'envisage pour le moment sous 3 aspects, sous 3 axes. L'engagement, je vais y revenir. L'interactivité et l'habilité tactique. Alors déjà, ça commence mal, ça paraît déjà très compliqué. Je suis désolé. Engagement, interactivité, habileté tactique. Oui. Bon. Ok. C'est pas des choses qu'on entend tous les jours. L'engagement, encore, ça va à peu près. Hein. L'interactivité, bon, on a quelques idées. Habilité tactique. Bon, on va essayer de rentrer un tout petit peu dans le détail. Je vais te montrer un slide. Je vais te montrer un slide qui a comme avantage de comment dirais-je, de mieux définir ces 3 aspects. Hein. L'engagement, c'est individuel. D'accord? Parce qu'une équipe, c'est fondé sur des individus. Mais en interactivité, en lien. Et pratiquer ensemble avec habilité. Pardon. L'engagement, c'est pas que la motivation, c'est pas que la mobilisation. C'est la façon dont je me prépare à ce moment, où je vais atteindre l'objectif,
je vais atteindre le projet. Je me prépare, je me concentre. Peut-être même que je fais attention à la façon dont je dors, dont je mange. Tout est focalisé, tout est polarisé sur cet aspect-là. Et on voit l'analogie avec le monde sportif. J'ai l'impression que tu décris un sportif ou une équipe. Complètement. Une équipe, là. Complètement. Sportif, ouais. J'ai passé ma vie professionnelle à estimer que les équipes que je coachais étaient des sportifs. Et c'en était d'ailleurs. Parce que quand je vois bien ces gens-là, c'était souvent des grands experts d'un métier, hein, que ce soit finance, que ce soit marketing, que ce soit système d'armes, par exemple. C'était toujours des grands professionnels et pour lesquels le collectif était extrêmement important parce que l'enjeu était tel qu'ils ne pouvaient réussir qu'à cette condition-là. Donc oui, et les équipes sportives ont toujours été pour moi un modèle. Tout comme les commandos, hein, militaires, d'urgence, de pompiers, des services de secours, etc. Hein, ou policiers d'ailleurs. Il y a des endroits, des institutions qui reposent énormément sur le phénomène équipe. Et alors, quand on les regarde bien, ils sont tellement passionnés, tellement intéressés, que moi j'ai eu envie de transférer ça en entreprise. Et j'y suis arrivé quelques fois. D'accord ? Donc, je reviens sur l'engagement. D'accord ? Tu l'as vu, c'est on y va avec son corps, quoi. Son cœur aussi. Après, il y a l'interactivité. Alors, sur l'interactivité, je te montrer un autre slide qui parle du collectif. Alors, tu vois, sur ce slide, il y a des ronds jaunes avec des flèches. Ces ronds jaunes, c'est des équipiers. Ok. Et en général, quand on parle d'une équipe, on parle des équipiers. C'est pas juste, c'est contresens. Bien sûr que ça repose sur des équipiers, mais ce que nous devons coacher, nous, ce ne sont pas des gens. C'est du jeu collectif. Et le jeu collectif, ce sont des centaines et des milliers d'interactions à tous les niveaux. Est-ce que tu me regardes ou est-ce que tu me regardes pas? Est-ce qu'on s'entend bien ou est-ce qu'on s'entend pas bien? Est-ce que si je te passe le ballon, je fais attention à ta capacité et à ta façon de le récupérer? Est-ce que je me mesure bien la distance entre toi et moi, etc., etc. Hein? Tout ça, ce sont des interactions. Hein? Au même titre que notre historique, ou que beaucoup d'autres choses. Alors, on va revenir sur l'interactivité, justement. Bon, je ne sais pas d'ailleurs si c'est tout à fait le lieu, parce que je ne vais pas non plus faire un cours sur l'interactivité, hein, mais très rapidement, ça doit parler, par exemple, la communication, elle est continue. On se parle continuellement, on se regarde, on se fait des signes. L'attention portée à l'autre, ça c'est quelque chose dont on entend très peu parler. L'attention portée à l'autre est essentielle. Il peut pas y avoir, c'est peut-être même la clé du fonctionnement d'équipe. L'attention portée à l'autre. L'attention que je te porte, non seulement à toi, mais à ton objectif. Parce qu'au sein de l'équipe, tu as un objectif. D'accord? Hein? Tu es avant, arrière, si on parle en foot, etc. Tu as un objectif. Je dois servir cet objectif. Et toi, tu sers le mien. C'est ça l'interactivité. C'est que tu cours pas vraiment après ton objectif, tu cours après le mien. Oui. Bon. Et ça signifie, par exemple, des qualités très spécifiques pour les équipes. Par exemple, il y a des qualités dont on parle très peu, hein, qui sont la gouvernabilité. Qu'est-ce que tu mets derrière la gouvernabilité, toi, Olivier?
La gouvernabilité, c'est l'aptitude à se laisser gouverner par l'autre, c'est-à-dire faire ce qu'il me demande, ou faire ce qu'il m'indique qu'il veut faire. Par exemple, il me fait une passe, je sais très bien que s'il me fait une passe, c'est pour que je refasse la passe. Voilà. Ok. Je sais ça. C'est ce qu'on appelle des scénarios tactiques. Hein? Les scénarios tactiques, c'est un des éléments importants des habiletés techniques. Donc voilà. Je t'en prie. Ce qui me vient là, c'est enfin, tu me dis si ça te parle, mais de prendre soin. Prendre soin de l'autre, mais comme ton schéma l'indique, avec toutes les flèches qui vont dans tous les sens, prendre soin aussi de la relation. Et d'arriver à comprendre ce que l'autre veut, là où il va bouger, à quel moment je dois lui parler, à quel moment je dois lui faire la passe, pour prendre l'analogie sportive. Donc de prendre soin de toutes ces dimensions-là. Ça te parle, cette image de prendre soin? Oui, ça me parle, ça va te parler aussi. Parce que tu m'emmènes, tu me touches à un endroit sensible. J'en ai un peu marre qu'on résume le coaching à des attitudes de bisounours. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre soin. Je dis pas que tu as tort non plus. Bien sûr, je prends énormément soin. Je le regarde, je fais attention à ses talents, je fais attention à ses qualités, je fais attention à ses fonctions, à sa mission, à ses objectifs. Bon. Mais tout ça, c'est opérationnel. Je prends pas soin. Je l'instrumentalise. Au mieux. Alors, pour bien l'instrumentaliser, il faut commencer par le respecter, curieusement. Hein, avec les humains, ça marche comme ça. Donc, je l'instrumentalise au mieux pour notre objectif commun. Ok. Hein? Donc, pour son objectif, qui concourt au même que moi, d'accord? Et si je prends soin, c'est parce que les humains, c'est sensible, fragile, et que il n'y a pas d'autre moyen de réussir qu'en en prenant soin. D'accord? Mais c'est pas le soin pour le soin. D'accord? C'est le soin pour une performance. Ok. Quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que toi, de plus grand que nous. Oui, exactement. Ok. C'est pas le soin du soignant, hein, ni le soin du pédagogue. C'est le soin d'humains qui se respectent et qui, dans le cadre de ce respect, par exemple, dans l'interactivité, j'ai parlé tout à l'heure de la gouvernabilité, je vais te parler maintenant de la confrontabilité. On n'entend pas ces mots-là, hein, c'est encore des mots pour dans 10 ans. Confrontabilité. Confrontabilité. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? C'est la qualité, la capacité à être et à se laisser, et peut-être même des fois à demander, à être confronté. D'accord? Il y a des gens dont on entend, on a quelque chose qui risque de pas être très agréable, ils te répondent, si, mais vas-y, dis-le-moi, ça m'intéresse, ça me permet de progresser. Dis-le-moi très clairement. Prends pas soin. D'accord? Dis-moi ce que tu penses de moi. Très bien. Ben, je vais te le dire. Je vais prendre soin de toi en le disant. Hein? Je vais prendre soin de toi en le disant, mais je vais bien te le dire. Ça, c'est de la confrontabilité. Et ça, c'est une des grandes qualités, une autre qualité des équipiers pour faire un bon collectif. Et ça fait écho au stade ultime d'intelligence collective, ce que j'en ai retenu de ton ouvrage et de quand je l'applique, cette faculté à se dire les choses. Quand ça va, évidemment, et aussi quand ça va pas. Là, c'est pas OK que tu sois pas en temps et en heure. Là, j'attendais autre chose de toi. Et cette faculté aussi en face à accueillir ce feedback qui soit parfois difficile à entendre ou pas positif. Forcément. Il n'est pas forcément difficile à entendre si j'ai un bon rapport à ma propre performance. Si j'ai envie de m'améliorer, ton avis m'est extrêmement utile. Et je te demande de bien me le donner, de ne pas me faire mal, mais de bien me le donner. D'accord?
Je suis prêt à le recevoir et parce que je sais que tu es OK avec moi, comme on dit en analyse transactionnelle, et que je vais pouvoir faire moudre mon grain avec ça. Ok. Donc gouvernabilité, confrontabilité. Ah bah, ça fait partie de toutes les... Il y a beaucoup de qualités d'équipiers. Hein. Moi, ce qui m'a intéressé dans les équipes, je rappelle ce que j'ai dit, j'étais psychothérapeute, développeur. Et ce dont je me suis aperçu dans mon expérience il y a longtemps, c'est que individuellement, je me développais beaucoup grâce au groupe qui faisait une sorte de caisse de résonance dans lequel justement on me confrontait, pas toujours aimablement, mais on me confrontait et j'arrivais, je le supportais et j'en faisais mon beurre. Donc l'équipe pour moi, c'est un lieu de développement personnel, y compris dans le sport, dans n'importe quel collectif, que ce soit un syndicat, un parti politique ou une réunion de copropriétaires. L'équipe révèle les individualités et est un facteur de développement personnel. Alors, dans une équipe, on est au pied de son mur. C'est-à-dire? Ça fait pas de cadeau, une équipe. On se voit. On se voit. En plus, on est continuellement dans des équipes, hein, plus ou moins. Tous ceux qui sont en couple vivent en équipe. Ils vivent en équipe. C'est pas rien. S'ils se mettent à comparer leur couple, leur famille, leur équipe de travail, leur engagement dans une chorale, etc., ils vont avoir du matériel les concernant. Parce que on marche assez bien, partout pareil, ou des fois inversement pareil. Ok. Je t'ai arrêté dans ton déroulé. Oui, engagement, interactivité et le dernier pôle, habileté tactique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous révéler là dans je ne sais pas si je révèle, je mets de l'ordre. Dans l'habilité tactique, c'est l'habilité à gérer les transactions. D'accord? Si je te passe le ballon comme ça, je suis pas très habile. Hein. Et toi, tu vas être maladroit aussi, d'ailleurs. Si je fais pas attention à ton rythme ou tu ne fais pas attention au mien, on va pas être très bon. Si on ne sait pas comment on procède, quelles sont les pratiques entre nous, on va devoir sans arrêt reformuler, se confronter, chercher la règle, etc. Donc on doit avoir des règles de fonctionnement. Au-delà des règles de fonctionnement, on doit même avoir des scénarios tactiques. Scénario tactique, c'est comment nous faisons si. Moi, j'ai découvert ça avec bonheur avec un confrère. On faisait de la prospection à deux, hein, ce que je recommande. Et bon, on avait un mode opératoire. En gros, il y en avait un qui écoutait le client, qui l'écoutait. Je parie que c'était toi. Pardon ? Je parie que c'était toi. On était tous les deux très coach. Très coach. Donc, il y en a un qui écoutait, qui entendait, qui permettait au client de parler, etc. Puis il y en avait un autre qui disait rien. De temps en temps, on prenait un mot. Puis qui, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, sortait son analyse au client.
Donc tu vois, le deuxième, qu'on appelle entre nous le coach analyste, il sortait son analyse au client. Et évidemment, t'imagines qu'il avait eu le temps de la gratter, son analyse, la préparer. Il sortait son analyse au client. Le client était apprécié. Et puis le premier en prenait la parole, et là, commençait à élaborer une proposition, un élément de proposition de conseil, de coaching au client. D'accord ? Évidemment, ceci était monté, ce scénario tactique, à partir de nos qualités réciproques. Ok. L'autre auquel je pense, c'était un très bon communicant, beaucoup mieux que moi. Moi, je suis plutôt du côté bon analyste. D'ailleurs, tu repararas que dans mon exemple, les rôles étaient inversés. D'accord ? Mais ça nous arrivait aussi. Il faut savoir inverser les rôles quand on fait du coaching à deux. Donc, voilà un exemple d'interaction et de scénario tactique. C'était très efficace. J'imagine. On a obtenu des commandes considérables. Ok. Donc de s'appuyer aussi sur à partir des talents, de manière à pouvoir inventer des scénarios qui bénéficient à l'équipe. Là, c'était l'équipe de coach, et donc l'équipe, le système avec le client aussi, pour être utile au client le plus possible. Je t'ai donné un exemple, en effet, d'une équipe de coach, d'un binôme de coach, hein, mais on pourrait prendre les scénarios tactiques. Les équipes de sport passent leur vie dans les vestiaires à faire des scénarios tactiques. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement ça, ils regardent les vidéos des matchs précédents de leurs partenaires, adversaires, hein, et donc en fonction de ça, ils construisent des scénarios tactiques. Et ça, évidemment, quand j'ai découvert dans les équipes de sport, je l'ai importé dans les entreprises. Ok. Donc, engagement, interactivité, habileté tactique, c'est ça particulièrement. Tu nous as donné quelques exemples que tu mets dans les différentes dimensions du jeu collectif. Oui, okay. Ça définit. Pour le moment, j'en suis là, hein, mais ça définit, selon moi, le jeu collectif. Ok. Je sais pas si c'est un cran au-dessus, mais ça en fait partie. Je sais que tu nous as partagé sur le fait que le véritable objet du coaching d'organisation, c'était la culture d'entreprise. Et donc tu insistes, toi, beaucoup sur l'importance de comprendre la culture d'entreprise lorsqu'on pratique le coaching d'équipe. Même question, un peu simple, peut-être un peu simpliste, mais je sais à qui je m'adresse. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière culture d'entreprise ? Et peut-être quelques secrets pour la faire émerger, pour la faire apparaître, pour la comprendre, pour se l'approprier en tant que coach d'équipe. Quand on arrive dans une entreprise, la culture, on la voit de partout. Hein, tu es arrivé dans ce bureau, la façon dont il est organisé, c'est une culture. D'accord ? Dans une entreprise, c'est exactement pareil. Est-ce que les portes sont ouvertes, sont fermées ? Est-ce que les gens se saluent pas ? Est-ce qu'ils sont rapides ou pas ? Je me souviens d'une entreprise où je savais que si on commençait une réunion à 14h, la réunion se finissait à 17h30. C'est-à-dire qu'elle se finissait quand les gens partaient. Quel que soit l'ordre du jour. Alors, on aurait tout traité, ou peut-être on aura passé 1 heure à la fin à deviser. Hein, ça faisait partie de leur culture qu'ils ne voyaient pas. Hein. Nous, évidemment, au bout de plusieurs réunions, quand vers 16h, on se dit c'est fini, on va lever la réunion, manifestement, eux, ils restent assis, tu t'étonnes. Hein. Ça faisait partie de leur culture d'entreprise. C'est une entreprise, d'ailleurs, qui nous a dit, quand on est parti, « Oh là là, on a fait énormément de progrès avec vous, mais si vous partez, on va revenir comme avant. » Ben non, ils ne peuvent pas revenir comme avant. Hein, quand on a goûté à quelque chose qui nous plaît, on ne retourne pas à ce qui ne nous plaisait pas. Alors la culture d'entreprise, elle est partout dans l'entreprise.
Nous, on est très sensible, on est coach. Chaque jour, on change d'entreprise, chaque jour, on change de culture. Donc, dès qu'on entre, hein, que ce soit le hall d'entrée à la Défense, hein, même s'il y a toujours des hôtesses et des grandes entrées, et bien déjà, il y a des éléments de culture. Comment l'hôtesse elle s'adresse ou pas à toi quand tu rentres, etc. Comment Est-ce que c'est un hôte? Est-ce que c'est une hôtesse aussi? J'imagine que ça peut. Est-ce que c'est un hôte? Est-ce que c'est une hôtesse? J'imagine que ça peut entrer par aussi exemple, dans par la exemple, culture. par exemple, par exemple. Tout à fait. Donc cette culture est pareil. Je vais te montrer un autre slide parce que c'est tellement compliqué que je ne pourrais pas m'en sortir. Mais alors, ce qui m'a intéressé dans ce que tu as partagé là, c'est tu prenais l'exemple de la réunion. Toi, 14h, 16h, tu te levais pour terminer la réunion et ça t'a étonné qu'il reste. Donc, presque c'est un rapport d'étonnement à mener en tant que coach d'équipe quand on arrive quelque part, quand on a les premières interactions, de se laisser peut-être, happé par alors je suis systémicien, mais happé par le système et de manière à pouvoir aussi en ressortir et faire une forme de rapport d'étonnement. C'est ça? Oui, c'est ça l'idée? c'est ça. À ceci près que je leur ai jamais dit ça. Mais j'en ai tenu compte dans mon analyse de leurs problématiques. D'accord? Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de cette... si, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Je voudrais finir sur la culture, Ouais, du moins bien sûr. commencer sur la culture. Alors je te montre un schéma compliqué, parce que la culture c'est complexe. Donc on l'a représenté, le 11 c'est Dominique Ray, avec qui j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, et moi. On l'a représenté par un arbre. Un arbre, évidemment, qui est enraciné hein, et qui va vers le ciel. Il est enraciné dans un terrain. Hein, ses racines, elles plongent dans un terrain qui lui fournissent des nutriments. D'accord ? Alors, voilà le schéma. En fait, le terrain, on a analysé, selon nous, qu'il y avait sept éléments de base. Je veux pas faire un cours, hein, simplement, mais répondre à ta question. Donc, ces éléments, très rapidement, c'est le dosage entre l'humain et la production. Toute entreprise dose, hein, beaucoup d'humains, moins de production, beaucoup de production, peu d'humains, etc., etc. Le sens du devoir, la préférence entre l'individuel et le collectif, la relation au pouvoir, la relation à l'incertitude et à l'ambiguïté, tu vois, la relation au monde, le mode de raisonnement. Donc, ça, ce sont les éléments qui fondent, selon nous, toutes les cultures d'entreprise. D'accord ? C'est plus ou moins calcaire, c'est plus ou moins argileux, etc. Dans ce terreau, il y a des racines. Ces racines, hein, c'est des valeurs, des croyances, c'est un métier. Parce que les métiers forgent énormément la culture. Hein. On n'a pas... Dans les différentes entreprises, dans une même industrie, on a des éléments culturels de même nature. D'accord ? Renault et Nissan, quand ils se sont alliés, on dit tous les deux que ils se comprenaient vraiment pas, les Japonais et les Français, c'était vraiment deux mondes différents. Heureusement, ils avaient un langage commun, c'était l'automobile. D'accord. C'est grâce à ça qu'ils arrivaient à parler. Bon. Donc, les valeurs, les croyances, le métier et les empreintes. Les empreintes, c'est les empreintes historiques. D'accord. Hein? On a été racheté, on a été nationalisé, on a failli être fermé après la guerre, on a dû fermer telle usine, le patron qui avait fondé, c'était vraiment un grand, depuis on n'a que des directeurs généraux qui sont des petits, etc. Des empreintes. Hein. Et ces empreintes, ces racines, hein, donc qui se nourrissent des logiques les 7 logiques dont j'ai parlé, hein,
elles se réunissent en un tronc, qui est la façon de faire, le mode opératoire. Business model, process, normes et tout ça. Et puis, ce tronc, il produit, jusqu'à ce que l'entreprise réussisse, il produit des fleurs, des feuilles, des branches, et ça s'appelle, dans notre jargon d'entreprise, une image, une marque, des produits, ou bien un style. Voilà comment j'ai essayé, avec Dominique, de représenter un ensemble complètement méconnu. Culture d'entreprise, quand tu en parles en entreprise, il le croit à peine. Il le croit à peine. Et c'est quelque chose de difficile à faire apparaître parce c'est un peu comme le poisson qui est dans l'eau. On est dedans. Et donc, d'où l'enjeu, effectivement, quand on est coach d'équipe, effectivement, d'avoir ce recul, cette lucidité, d'essayer d'observer. Et c'est ce qu'on appelle, en coaching d'organisation, le point aveugle. Ouais, ok. Cette partie de soi qu'on ne voit pas. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Ok. Et donc, que j'imagine que c'est ce qui permet d'éviter d'être, pour reprendre ta métaphore de l'arbre, d'être hors sol. Aussi de s'attacher au terreau, aux racines, et puis après de voir ce qui est plus visible, les produits, l'image, la marque, c'est peut-être des choses qui sont plus visibles. Ce qui se cache dans le terreau, les racines, et dans le mode opératoire, c'est peut-être des choses plus invisibles. Mais comme l'essentiel est invisible pour les yeux, nous disait le Petit Prince. C'est peut-être ce travail-là qui, dans la partie magique dont tu parlais initialement, il y a peut-être ce travail à faire. Oui. Oui, c'est ce que j'appelle l'analyse de la problématique. C'est-à-dire que chez un client, il me fait appel à nous suite à une demande, mais cette demande, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette demande, elle cache des besoins. Tout ça est plongé dans une situation actuelle, le marché, les exercices précédents, les nouveaux produits, etc. Et ces éléments de besoin et de situation, ils ne fonctionnent pas forcément ensemble. Ils peuvent fonctionner les uns contre les autres. Et c'est le résultat de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui ne serait pas assez agile, face à une nouvelle découverte d'un concurrent, va perdre des parts de marché parce qu'elle, le temps qu'elle s'aperçoive de ce que quelque chose de nouveau a été mis sur le marché, le concurrent, lui, il aura pris les parts. Bon, c'est un exemple bateau et tout simple, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est ce qui nous invite, nous, à chercher ce qu'on appelle la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre la situation et le besoin. Et comment ceci se règle-t-il du fait de cette culture, de ce mode opératoire-là? Se règle ou se règle pas? Et le client, à ce niveau-là, il sait pas voir, encore une fois, parce qu'il est dans le bocal. Et c'est là où la position tiers du coach lui permet d'avoir au moins un reflet. Ok. Pour aller encore plus dans l'épure. Ouais. Si tu devais résumer en 3 phrases, et c'est compliqué, en 3 phrases, le processus à suivre pour un coach d'équipe, ça serait quoi? Oui, c'est un peu ce que je viens de dire, mais que tu me donnes l'occasion de reformuler. D'abord, on entend la demande et on écoute le besoin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va essayer d'analyser la problématique
dans le cadre de la situation actuelle. D'accord? Mhm. Je me souviens, il y a fort longtemps, j'avais travaillé pour IBM. C'est vraiment il y a fort longtemps, puisque c'était au moment où apparaissaient les ordinateurs portables, auxquels la grande IBM ne croyait pas. Ça a failli lui coûter la vie. Hein. Bon. Donc, chercher la problématique, c'était en l'occurrence ce sentiment de puissance, de supériorité. Hein, il n'y avait pas ces dames et le pion par des petits qui sortaient des boîtes de leur garage. Et puis, donc, la demande, le besoin, la problématique, donc le client, la demande, le besoin, la problématique compte tenu de l'environnement, de la situation, et troisième phrase, je peux dire, c'est d'accompagner l'émergement de la solution. Accompagner le client dans l'élaboration de sa propre solution. Bon, c'est facile en une phrase, mais c'est plusieurs mois de travail, la phrase. Mais tu as répondu, je cherchais de l'épure. Oui. Donc, trois phrases: appréhender la demande, comprendre le besoin, chercher la problématique en lien avec l'environnement, en lien avec ce que est en train de vivre l'entreprise, l'organisation accompagnée dans l'actualité. Cette culture confrontée à la situation. Hein. Et puis laisser venir la solution. Accompagner. Hein, accompagner. Oui, accompagner plutôt alors. Accompagner. Ok. Parce qu'il a besoin des fois qu'on le stimule, qu'on lui dise pourquoi vous cherchez dessous le lampadaire. Alors que les clés sont ailleurs. Ok. Ok, merci pour cette... C'est simple en fait le coaching d'équipe, Olivier. Oui. Ouais, enfin, pour arriver à dire ça, quand même, moi j'ai mis 40 ans. Mais bon. Évidemment, c'est le plus dur de faire simple. Mais merci pour cette restitution, ce travail. Autre point sur lequel j'ai envie de t'entendre. Je me souviens que lors de la fin de ton intervention sur les assises du coaching d'équipe, tu nous as parlé de la responsabilité sociétale du coach collectif. Qu'est-ce que ça signifie, cette responsabilité sociétale? C'est un grand mot, ça peut faire peur quand on est coach de se mettre sur les épaules ce poids d'une responsabilité sociétale. Oui. Oui, t'inquiète pas, ta question me fait peur. Parce que c'est une réflexion un peu nouvelle pour moi. Le coaching est un métier qu'on ne connaît pas trop encore, même s'il est installé depuis une trentaine d'années, 40 même, 30-40 ans. Il a des organisations professionnelles, il a ses théories, ses pratiques, ses experts, etc. Mais tout à l'heure, j'ai été un peu dur, mais je vais répéter quand même. J'ai dit, pour moi, le coaching, c'est pas une pratique de bisounours. C'est pas une pratique centrée sur l'humain. Je vais pas me faire que des amis là, mais bon, il faut bien dire ce qu'on pense. C'est une pratique centrée sur la performance, c'est-à-dire le niveau de réussite, le résultat, qui s'appuie sur les ressources humaines. Donc le coaching, c'est une démarche de recherche de performance où on va traiter les capacités humaines pour parvenir à ce niveau de performance. C'est pas pour le bonheur des gens que les entreprises nous font faire du coaching. C'est pour le service de leur production. Bon, très bien. Pourquoi pas? Alors moi, psychothérapeute, je me suis dit, pourquoi pas, on y va. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est qu'on me demande de travailler sur l'humain. Donc, puisque là, il y a une voie, ben, je vais travailler sur l'humain, je vais leur permettre de se développer, etc. Même si je sais très bien, et nous, ils savent très bien, qu'ils sont instrumentalisés par une institution pour une production. Et on pourrait dire pour un capital et pour un résultat financier. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Responsabilité sociétale. Ouais. L'humain au service d'un travail sur la performance, tu nous partageais. Je te remercie d'en reformuler. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ce métier, il est installé. Il n'est pas très connu. Non seulement il n'est pas très connu, mais il y a des entreprises, des dirigeants, des directeurs généraux qui nous disent des fois « Ah, vous savez faire ça ? Ah, mais moi, j'imaginais même pas qu'il y ait quelqu'un à qui je puisse le demander. » D'accord ? Ah, vous savez faire que deux divisions qui, historiquement, ne se sont jamais entendues, peuvent coopérer. Ah, ça, je ne savais pas qu'il y avait une profession qui s'occupait de ça. Bon. Donc, je dis, il est connu, mais pas tant que ça encore. Mais moi, je pense que notre vision du monde, à nous les coachs, qui est quoi ? Coopération, cohésion, coopération, dépassement de soi ou performance. Bon. Donner le meilleur de soi-même, d'accord ? Dans une société qui exploite ça, hein, bien évidemment. Eh bien, ça nous... Cette vision du monde, on a la responsabilité de l'épandre, de la répandre. C'est-à-dire de dire si c'est possible, oui c'est possible, ces deux entités peuvent s'entendre, hein, et nous on sait faire. Hein, nous on sait faire, parce qu'on n'est pas que des facilitateurs, on n'est pas que des confrontateurs, on n'est pas que des gens de l'écoute, on sait permettre à des entités humaines de se trouver, voire ou de se retrouver. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. J'avais quelques heures, je te donnerai des exemples dont certains sont beaux à pleurer. On fera une deuxième vidéo. mais donc oui, mais je vois mieux la perspective effectivement sociétale, d'avoir cette croyance que oui, ça peut... cette certitude, s'il te plaît. Cette certitude. Oui. Ouais. Ah bah oui, bah, moi j'ai des exemples. Tu portes cette... Ah bah j'ai des exemples. Okay. J'ai des exemples. J'ai beaucoup d'exemples, des façons dont des Saoudiens qui ne s'entendaient pas avec un industriel français ont réussi à s'entendre et à coopérer. Voilà. Et d'un côté c'était des Saoudiens, de l'autre côté c'était des Français. Donc vraiment des cultures extrêmement différentes, des façons de voir le monde très différentes. Bon. C'est un exemple, mais j'ai beaucoup d'exemples sur la façon dont une équipe qui n'arrivait pas à baisser ses prix de 30% sur la fourniture de radars brésiliens, de radars aux aéroports brésiliens, a réussi à baisser ces 30% et à gagner de l'argent quand même, alors que la direction ne croyait pas possible. Hein. Mais il se trouve que dans mes entretiens, j'ai eu un grand ingénieur à qui je posais la question, il me disait, c'est pas possible. Monsieur, c'est possible, monsieur De Villard. Oh. Ah bon? Et je lui fais raconter. Et il me raconte en gros,
savez, quand on fait un devis pour une proposition, chaque chef de service fait son devis, puis on additionne. D'accord? Puis au total, ça fait 130. Alors que les Américains, ils sont à 100. D'accord? Et donc, on perd à l'affaire. Mais c'est notre façon de fonctionner qui produit ça. Donc là, il m'en fallait pas plus. Notre façon de fonctionner, qui nous coûte 30% plus, moi, je savais faire. Comment leur permettre de fonctionner de façon à avoir 30% de coûts en moins. Et l'histoire vraie, 2 ans après cette intervention de coaching sur cette équipe, je reçois un SMS. Olivier, ça y est, c'est signé. Voilà, c'est des millions d'euros récupérés, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres. D'où le côté magique oui. dont tu as parlé initialement. Et donc ça vient du client, dire on ne savait pas que c'était possible. Oui. Tu as porté cette conviction, non, cette certitude que ça pouvait marcher et ça a permis un autre fonctionnement. Oui. Moi, je te fais aussi remarquer que dans l'exemple que je viens de donner, il y a c'est le client qui m'a donné l'indice. D'accord? C'est ce que j'appelle, c'est le client qui sait. Le problème, c'est que il va falloir aller chercher, écouter les verbatim, etc. et bien entendre au moment où le client te donne la clé. Parce que c'est un qui te donne la clé. Alors après, évidemment, la clé, je vérifie qu'elle fonctionne. Bon, mais ça, c'est de la technique. Ok. Donc finalement, tu les rends magiciens, les clients. Tu t'appuies sur eux pour faire émerger des options, des solutions qui n'existaient pas. Et faire apparaître une forme le chapeau, c'est moi, mais les lapins, c'est eux. Elle est bien, celle-là. On va la garder. À titre personnel, aujourd'hui, tu nous as parlé de ton parcours, tes réflexions, et on voit à quel point tu es encore agité par plein de réflexions, et peut-être ton... J'aime bien le « encore ». À mon âge, on est très sensible à ça. Non, mais ce que je veux exprimer, c'est presque l'amour que tu as pour cette discipline, du coaching d'équipe, du coaching tout court, du coaching d'organisation, et on sent que tu as envie encore de t'en emparer, je reprends ton exemple, coaching à main nue, j'ai l'impression de te voir avec comme ça, dire, ok, comment on peut l'appréhender différemment. J'ai envie de transmettre. Et voilà, et alors, c'est là où j'avais envie de t'emmener, évidemment. Comment aujourd'hui tu fais pour transmettre cet engagement que tu portes? Moi, je le fais en faisant beaucoup de mentoring, y compris du mentoring commercial. C'est-à-dire que face à une demande commerciale, j'ai des coachs qui s'adressent à moi pour travailler avec eux sur leurs réponses commerciales. Et là, actuellement, mes 3 derniers qui m'ont fait des demandes de mentoring, c'est bizarre, mais viennent tous les 3, chacun dans leur coin, de signer une commande dont ils disent qu'ils n'auraient jamais pu la signer. Mais c'est pas magique, Olivier. C'est pas, pardon, j'ai loupé mon effet. C'est pas bizarre. C'est magique. Non. D'abord parce que la magie, ils la pratiquent comme moi. Alors, je veux dire, ce sont des coachs, et donc... Mais là, c'est mon expérience qui fait son œuvre. C'est-à-dire, l'expérience, c'est 40 ans de plantage, d'accord? Alors, pas que planter, mais on commence par se planter beaucoup. Et donc, je leur permets de ne pas se planter. Et la transmission, pour moi, j'ai commencé tout seul, tout seul. Et quand je suis... Alors, très rapidement, on a travaillé à 2, et puis un peu plus, etc. Mais ça, c'était déjà des années de solitude après. Et je veux dire, j'ai fait des cauchemars. Des cauchemars. J'administrais une procédure qui marchait, que j'avais élaborée pour un client A, et je l'administrais dans mon rêve au client B, où je te dis pas dans quel état je me réveillais. Bon. Eh bien, j'ai l'impression, enfin, je veux pas qu'il y en ait d'autres qui connaissent ça.
Parce que c'est une richesse, j'ai envie de la transmettre. Ouais, je veux dire, bon, il y a un âge, c'est notre âge, c'est normal qu'on reproduise, qu'on se reproduise, etc. Et là, si tu veux, moi j'ai envie que ce bâton, il soit transmis, hein, ce relais soit pris, et puis que les autres générations aillent un peu plus loin, ce qu'ils commencent déjà à faire d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas de la magie, c'est de la transmission d'expérience. Mmh. Ok. D'un magicien à un autre magicien. Comme le feu qui se transmet. Tu allumes des flambeaux. J'ai l'impression. Ah bah ça aussi, oui. Ça aussi, j'ai... il y a quelques coachs qui m'ont témoigné, ou des clients, etc., que leur expérience avec moi avait été fondatrice, oui. Ah bah c'est très bien, c'est tant mieux. Dernière question. Je sais pas si elle est difficile aussi, mais je te la pose quand même. Trois conseils que tu as envie de donner à un coach d'équipe qui se lance aujourd'hui. Ce serait quoi ces 3 conseils? Qui se plante. Ça peut être très intéressant. J'ai cru que c'était ça que tu disais. Moi, je dis qui se lance aujourd'hui. Ah, qui se lance. Mais on fera une autre version aussi qui souhaite se planter. Alors, écoute. Il y a s'imprégner du collectif, je vais y revenir. Il y a proposer du concret au client. Et il y a inscrire son action dans un processus continu. Alors, s'imprégner du collectif. Nous autres, en France, on est fondamentalement, c'est un pays d'individualistes, mais qui se corrige. Et ça, c'est assez admirable. Ces fiefs individualistes se corrigent. Je parle au niveau macro, global. Bien sûr qu'il y a des gens qui savent fonctionner collectivement. Mais globalement, je pense qu'on est très dans l'individuel. Quand je regarde, quand j'écoute, quand je vois. Et ce que je disais qui était admirable, c'est que ce pays, notre pays, est en train de devenir un grand champion des sports collectifs. Depuis 10 ans. Et ça, il n'y avait que des gens, des grands individualistes, qui voulaient se corriger, qui pouvaient inventer à ce point-là le génie du collectif. D'accord ? J'aurais plein d'exemples. Hein. Il y a le relais 4 x 100 mètres, le foot. Il y a plein d'exemples. Quand on entend le discours sur le collectif d'il y a 20 ans et quand on l'entend maintenant, on est dans un autre univers. Alors je dirais s'imprégner du collectif, soit en faisant du sport collectif, mais peut-être aussi en se regardant vivre, hein, puisque je veux dire que là, c'est un collectif, d'accord ? De très court terme, ce qui change, ce qui facilite les choses, peut-être que si on était collectivement ensemble pendant 15 jours, ce serait moins marrant, mais se voir dans nos collectifs, notre famille, nos groupes d'appartenance, notre couple, notre équipe, se regarder dans ces différents collectifs-là. Voilà, je pense que le coach du collectif, que ce soit équipe ou l'organisation, pour moi c'est pas la même chose, mais c'est une différence de taille. Hein. C'est pas une différence de logique. Même s'il y a une logique de grand groupe dans le coaching d'organisation qui n'existe pas dans le coaching d'équipe. Donc s'imprégner du collectif et j'allais dire s'observer dans le collectif. Oui. C'est source d'apprentissage. Ah ben, ça fait écho à ce que tu disais auparavant. Complet. Ok. Oui, et quelles que soient les sphères dans lesquelles on évolue. Oui. S'observer, se comparer. Entreprise, pourquoi je suis autoritaire ici, pourquoi je suis soumis là. Hein? Pourquoi je suis tout le temps pareil, etc. Hein? Pourquoi je préfère un petit collectif à un grand collectif.
pourquoi je prends pas facilement la parole en public, ou que je me tais même à deux. Enfin, je sais, hein, oui, s'observer dans le collectif. Ok. La deuxième chose, c'est de proposer à son client d'une production concrète. Un résultat. En fait, c'est ça que le client va voir. Il va voir qu'on est arrivé à produire quelque chose qu'on ne savait pas produire avant. Moi, j'ai travaillé des fois avec des clients pendant 2 jours sur sur un slogan, sur une mission qui faisait 3 lignes au bout des 2 jours. Et on n'avait pas arrêté de bosser. Et à la fin, la mission que le client voulait trouver, qui était la sienne, etc., elle tombait en 3 lignes, complètement claires. Alors qu'au début, il y en a peut-être qui ne savaient pas bien ce que ça veut dire le mot mission. Hein. Bon, donc ça, toujours viser du concret. C'est pas suffisant de viser une évolution comportementale. Bon. Des fois, le concret, c'est simplement le fait d'écrire les choses, mais voilà. Et puis, se prendre pour un coach sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare pas le match de dimanche prochain, mais qui est là pour une équipe pendant 2-3 ans. Et moi, je veux plus entendre parler de coachs qui font une action et s'en vont, d'accord? Ils ont obtenu un résultat, et après, avec ce résultat, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a monté la marche d'après, etc. Et ça, je le vois pas. Je vois pas beaucoup de coachs garder leurs clients, leur équipe client, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est faisable. Et c'est vraiment le summum du métier. Donc, s'inscrire dans la durée, et tu parlais d'amélioration continue, s'inscrire dans cette idée d'amélioration continue. Oui. Ok, s'imprégner du collectif, comprendre son rapport au collectif, à l'équipe, proposer aux clients des solutions concrètes. Non. J'ai mal reformulé. Oui. Proposer aux clients, proposer aux clients des solutions concrètes. Et déjà, tu parles comme un conseiller. C'est vrai, c'est très vrai. En le lisant, je me suis Tu t'en es rendu compte. T'as le droit, on le fait tous. Donc, on propose pas. On lui fait produire, on lui permet de produire sa solution concrète. D'accord ? Et peut-être que c'est une phrase mais qu'ils vont mettre en lettres d'or en haut de l'entrée de l'entreprise. Hein ? Merci pour cette nuance qui a toute son importance. Et donc de s'inscrire dans la durée dans un travail d'amélioration continue. Ok. On est bien avec ça. Ah ben je sais pas, j'espère, oui. Je crois qu'on est bien. Merci Olivier pour ce temps de partage et d'avoir fait équipe avec moi pendant cette interview. Oui. Et on a fait équipe aussi avec notre caméraman. C'est vrai. À bientôt. Au revoir. Merci.